À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Il y a quelques jours, le 27 août dernier, plus précisément, la très controversée juridiction sous le régime Talon, la Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme nouveau-né de l'appareil judiciaire béninois, fermait 12 mois d'existence, avec pour domaine de compétences majeures les dossiers relatifs au terrorisme, aux délits et crimes à caractère économique, au trafic de stupéfiants et autres infractions connexes. Elle aura connu toute une série d'affaires, les unes plus sulfureuses que les autres, avec des peines bien lourdes. En un an de fonctionnement, la seule évocation du mot « criette », mesdames, messieurs, dit-on, sème panique, crainte et psychose. Du citoyen lambda au grand cadre de la République, personne ne souhaite se retrouver un jour comme client de la juridiction. Marque de confiance, clament certains, manque de confiance, clament certains. La peur du gendarme est le début de la sagesse, rétorquent fièrement d'autres. La Criette, un an après, toujours comme un rejeton mal conçu. Le débat, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Jules Justinien Rompati, analyste, il est chercheur en droit constitutionnel et international. Jules Justinien Rompati, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là à nos côtés ce matin. En face de lui, un autre universitaire, Georges Banabé Bagbo, agrégé des facultés de droit, ancien doyen de la FADESP. Il est avocat au barreau du Bénin. Georges Banabé Bagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi, et nous vous remercions toujours pour vos invitations. Et nous remercions également les téléspectateurs de Sika TV. Et remercions également Sika TV pour tout ce que Sika TV fait pour le Bénin, pour le progrès au Bénin, pour le développement de notre pays et pour la démocratie surtout. Oh, merci beaucoup de fleurs, en tout cas, chers téléspectateurs. Ce n'est pas la peine de le dire, nous le disons, ce n'est pas aisé. Et chaque instant de plateau réalisé, il faut le dire, c'est beaucoup de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de tous ces invités qui, en dépit de calendriers souvent très chargés et d'autres contraintes, arrivent à se libérer pour être à nos côtés. Alors, toute nos reconnaissances, chers invités, sur ce plateau. Et pour vous qui vous interrogez au quotidien, sachez-le, ce plateau est le vôtre, sans contrainte aucune. Affaire 18 kg de cocaïne pure et ICC service. 2 dossiers à scandale à avoir beaucoup fait parler de la Criette. Là, nous revenons sur le plateau pour l'émission du jour. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À peine portée sur les fonds baptismaux, l'institution aura vertement été décriée par plus d'un. Entre délibérés et conférences de presse, le défi aura été à parfaire son image. Depuis, de l'eau, dit-on, semble avoir coulé sous le pont. Alors, je me retourne vers l'universitaire Justinien Rompati. Du chemin parcouru, quel est le regard que l'universitaire porte sur cette marche effectuée? Merci. De toutes les manières, il y a des voix beaucoup plus autorisées sur le plateau en tant qu'universitaire et toute mon allégeance et toute ma considération au professeur Bagbo. Mon point de vue en tant que petit chercheur qui s'essaye à l'écriture, c'est que le cadre institutionnel des juridictions de droit commun au Bénin a été modifié. C'est que cette juridiction, la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'est imposée, s'est installée, a commencé par fonctionner et a commencé par se faire entendre. Le constat, c'est que si la dimension institutionnelle, juridictionnelle du Bénin a été modifiée, c'est qu'on a l'impression d'être en présence d'une sorte de 2 formes de justice. Une justice classique à laquelle nous avons été formés à l'université, caractérisée par les faits qu'on connaît habituellement, la prudence, la lenteur, la durée nécessaire pour conduire des dossiers, le va-et-vient entre les domiciles et les juridictions. Et à côté de cette manière classique ou de ce système juridictionnel classique, une juridiction qui me paraît beaucoup plus moderne et qui joue beaucoup plus par rapport à la rapidité, qui
adopte une démarche qui vous conduit très rapidement devant vos peines. De la même manière, une juridiction classique qui apaise, qui donne un certain espoir aux justiciables, parlant du système classique auquel on a été habitué, et par la suite parlant de la criette, une juridiction qui suscite la peur, la psychose, mais tout de même, et c'est là l'essentiel, quand on fait un petit état des lieux avant la criette, on peut déjà constater au plan normatif qu'il existait un certain nombre de textes juridiques dont l'application ou l'applicabilité constituait une difficulté. Je voudrais parler par exemple de la loi relative à la lutte contre la corruption aux infractions connexes. Je voudrais également signaler un cadre institutionnel qui n'était pas si opérant que ça. Je nous rappelle un peu les différentes institutions qui ont été créées et sous différents régimes pour pouvoir lutter contre la corruption. Il me semble qu'avec la criette, quelque chose de plus sérieux a commencé contre la corruption. Il me semble que la criette vient occuper un espace qui était vide parce qu'on sait très bien que les juridictions classiques, compte tenu d'un certain nombre de paramètres dont il faut aller retrouver les sources dans l'équité de la justice ou dans le procès équitable, comme on le dit en doctrine, ce système classique avait une certaine lenteur et devait s'occuper de beaucoup de choses à la fois. Il me semble que les questions économiques et les questions financières, notamment par rapport au fonctionnement des différentes institutions, ont trouvé quand même une juridiction qui oblige les gestionnaires à faire attention. Il faut reconnaître tout de même que si sur le plan social, une partie de la société applaudit et se sent plus ou moins à l'aise par rapport à la criette, fondamentalement les pauvres et ceux qui n'avaient pas de voix. Et il faut signaler qu'une bonne partie de la société est préoccupée par cette tension morale et mentale que suscite la criette. Et je me pose la question de savoir si à un moment donné la peur du gendarme ne peut pas amener le citoyen à commettre justement des erreurs à défaut de commettre des fautes. Et autrement dit, la criette, son impact sur le plan mental, sur le plan psychologique est important. Son impact sur le plan économique, c'est intéressant. Mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas s'accrocher seulement aux aspects juridiques, aux aspects économiques et financiers pour pouvoir traiter de l'impact d'une juridiction. Je crois une juridiction est faite pour le pays, c'est fait pour les citoyens et il va falloir qu'on ait à réfléchir par rapport à son impact psychosocial. Voilà un peu ce que je peux dire. Une vue d'ensemble. Oui, une vue d'ensemble. Une criette qui me paraît, qui crie suffisamment. Une criette qui crie suffisamment. Une criette qui crie suffisamment. Voilà. Pour résumer, oui, professeur Bago, on se rappelle que vous étiez de ceux à vent debout contre la criette. Un an, c'est si loin, mais c'est si vite aussi passé. Aujourd'hui, avec un peu de recul, le regard de l'homme de droit et de l'universitaire. Merci, monsieur Joël Etondi. Ce n'est pas parce qu'il y a un remaniement ministériel que je vais changer mon fusil d'épaule. Je remercie d'abord monsieur Roupatin, qui a un joli prénom d'ailleurs. Il s'appelle Justinien. Et pour ceux qui ont fait de l'histoire du droit, nous savons tout le rôle que Justinien a joué dans la modernité du droit, tout le droit que nous sommes en train d'enseigner et d'appliquer aujourd'hui. Alors, revenons à la criette. Monsieur Etondi, je crois que vous avez parlé effectivement de certains dossiers. Et le dossier, par exemple, d'Adjavon, Sébastien Adjavon contre l'État béninois, après la criette. Vous avez également parlé du dossier ICC. Alors, ce que je retiens d'abord, c'est que la criette, et on ne le dit pas, la criette viole les droits de l'homme. Et cela, la Cour africaine des droits de l'homme l'a dit. Et depuis silence de mort, personne ne revient sur ces condamnations. Alors, dans les tout premiers instants, on avait posé la question à un avocat qui répondait, comme d'habitude, que voilà, la France a toujours été condamnée. Alors, il n'y a pas de problème que le Bénin soit condamné par la Cour africaine des droits de l'homme. La France a toujours été condamnée aussi par la Cour européenne. Alors, où est le problème? Mais si, il y a problème. Il y a problème parce que lorsque les États sont condamnés, les États font un effort
pour rectifier le tir, pour corriger les raisons pour lesquelles les violations doigtées par les juridictions internationales. Et c'est le cas de la Criette. La Criette a été condamnée par les violations, n'est-ce pas, de la charte africaine, ne serait-ce que celle-là, de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et des peuples. Et là, depuis, rien, silence radio. Alors, lorsque la France est condamnée, la France rectifie tout de suite sa législation, son code de procédure pénale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la matière pénale, comme ils disent là-bas. La France commence déjà par rectifier cela. Le Sénégal a été condamné également, vous savez très bien. Mais le Sénégal, qu'est-ce que le Sénégal a fait? Ça criait là, qu'il n'y a pas de thé. Ça criait. Le Sénégal a commencé par rectifier les tests, c'est-à-dire les endroits où il y a eu violation. Nous ne pouvons pas nous taire lorsque une juridiction comme la Cour africaine des droits de l'homme condamne les violations de la Criette. Nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Et plusieurs violations, n'est-ce pas, ont été mises à l'index. D'abord, est-ce que c'est un tribunal compétent? La Cour africaine a eu à opiner là-dessus. Il y a beaucoup de problèmes sur la compétence de ce tribunal. D'ailleurs, moi, la question que je me pose, on a parlé de terrorisme. Est-ce que ce n'est pas une façon de vendre la Criette en parlant de terrorisme? Parce qu'on sait très bien comment est-ce que les questions de terrorisme, n'est-ce pas, sont traitées en Occident et dans les pays où le terrorisme fait rage. C'est vrai que dans ces cas, on peut faire des exceptions, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Quelques violations sont autorisées pour cela. Est-ce que c'est à cause de cela que nous aussi nous avons ajouté terrorisme à notre criée? Alors, un an après, vous posez toujours cette question? Mais bien sûr, parce que en matière de terrorisme, dites-moi combien de dossiers ont été jugés par la Criette? Je n'en vois pas. Enfin, je ne vois pas du tout. Si c'est vrai qu'on n'en voit pas, oui. Vous ne comprenez pas, Alors, vous ne concevez-vous pas qu'on puisse être dans la prévention, dans l'anticipation. Très bien, c'est une bonne chose, mais vous savez que nous avons un compatriote qui a eu la tête tranchée dans le nord là-bas. Vous vous rappelez très bien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Rien. La Criette sert à quoi? Elle devait commencer. Le dossier se poursuit. J'espère bien. J'espère bien, mais pas aussi rapide. Assurez-vous. Pas aussi rapidement. Le travail est en train d'être fait. J'espère bien, mais il faut que ça soit fait jusqu'au bout et que ça soit rapide également, comme nous avons dit. Alors, donc, l'aspect terrorisme de la Criette, moi, je pense toujours que c'est pour vendre. C'est pour vendre, n'est-ce pas, cette juridiction. Alors, je reviens là-dessus. Une juridiction ad hoc. Vous savez, cette pratique de juridiction ad hoc est interdite, est combattue par les juridictions internationales. Lorsqu'on crée une juridiction ad hoc, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Et cela, ce n'est pas un secret. L'Espagne, c'est ce que l'Espagne a dit d'ailleurs, en ce qui concerne le dossier Komi Kouché. L'Espagne, c'est à cause de la Criette que l'Espagne n'a pas retenu Komi Kouché plus loin que cela. Elle n'a pas poursuivi parce que... La Criette ne serait pas dans ce dossier, que vous pensez que les choses allaient se passer autrement? Mais justement, parce que, quelle est la question que l'Espagne a posée? Mais est-ce que lorsqu'on va le livrer au Bénin, ce Komi Kouché-là, il va être jugé par quoi? Par quelle juridiction? Évidemment, c'est la Criette. Alors, on a vu toutes les violations. Et je vous assure, les Espagnols avaient justement cela en main. Ils avaient tout cela. Tous les juges espagnols avaient la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça a servi de tremplin? Ah bien sûr, c'est à cause de cela. J'étais là-bas. La seule question qu'on m'a posée, c'est sur la Criette. Et j'ai passé près d'une heure à parler de la Criette devant les juridictions espagnoles. Alors, pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que cette juridiction n'est pas acceptée par la jurisprudence internationale. Pourquoi? Violation de l'article 7.1. L'article 7-1 de la charte. Contenu? Oui, très bien. Je l'ai avec moi. Je peux vous le lire, mais je ne vais pas ennuyer les téléspectateurs. Alors, l'article 7.1. Qu'est-ce que l'article 7.1 dit? L'article 7.1 dit, par exemple, qu'il faut que le tribunal soit compétent. Deuxièmement, il faut également le droit à la défense, que le droit à la défense soit respecté. Alors, dans ce cadre, vous savez très bien ce qui s'est passé. Les gens n'ont pas le temps de faire valoir les éléments de preuve à charge et à décharge. On charge. Si je vous parle de l'exemple de Métognon, du préfet, je ne sais plus comment, le préfet Toboula et autres, il y a eu beaucoup de dossiers comme ça où les
l'accès au dossier, par exemple, n'est pas respecté. Les avocats, même si avocats il y a, n'ont pas accès au dossier. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où cette violation-là, les droits de la défense, sont pris au sérieux par les juridictions internationales et par toutes les juridictions. Donc, au lieu de corriger la criette, nous n'avons pas corrigé. Nous continuons toujours pas à fonctionner comme si nous étions au Moyen-Âge. En fait, c'est ça les juridictions d'exception. C'est ça les juridictions ad hoc. C'est-à-dire, on a un but qu'on vise, on veut châtier l'opposition, ça il faut le dire. Il faut le dire, c'est surtout cela. Et on fait tout. Vous le dites par conviction. Mais bien sûr. La preuve, c'est que vous avez cité les noms. Adjavon, par exemple, Sébastien. Alors vous avez vu, on va peut-être revenir un jour sur tout cela. Et c'est la Cour africaine, n'est-ce pas, qui rétablit Adjavon dans ses droits, qui parle des violations de la Charte africaine des droits et des peuples. Et le Bénin dit que sa constitution s'appuie sur cette charte-là. Ça veut dire que nous avons violé la constitution du Bénin. C'est ce que cela veut dire. Alors, vous permettez, Justin Mbati, lorsqu'on évoque ces préoccupations qui sont revenues plus d'une fois, mais un an après l'existence de l'institution, l'urgence serait-elle de s'y attarder pour apporter des mesures correctives ou il faut essayer de considérer ce qui aurait pu être perçu comme plus-value dans la marche de la juridiction? Merci. Tout à l'heure, quand j'intervenais, je disais que la CRIET, en tant qu'organe ou en tant qu'institution, ou en tant que juridiction, oblige tout au moins des gestionnaires à nettoyer un peu chez eux, à mettre de l'ordre et à se corriger. Et le véritable développement commence par la tête. C'est d'abord mental. C'est pour cela que je disais que si c'est vrai que nous sommes là pour un débat fondamentalement juridique et judiciaire, il est important quand même de jeter un regard très important sur la dimension sociopolitique, le contexte sociopolitique dans lequel intervient ce débat, parce que toute juridiction est faite justement pour servir la société. Et je conviens, je suis d'accord avec le professeur et en même temps avec le maître pour dire que à la naissance de la CRIET, on a eu véritablement vent des reproches que praticiens du droit comme doctrinaires faisaient à cette juridiction. On estime par exemple que le principe de tout degré de juridiction n'est pas respecté. On dit, si c'est une cour de répression des infractions économiques, où se situe le commencement du procès au premier degré et où est l'aboutissement, on se pose la question, on soulève la problématique du procès équitable, ce que le professeur a rappelé tout à l'heure. On pose la problématique du respect ou de la violation des droits humains, et qui traduit un certain rapport entre le pouvoir et le justiciable, le pouvoir et la liberté, le citoyen. Alors, le professeur tout à l'heure a montré rapidement le rapport qui devrait exister entre les juridictions nationales et les juridictions internationales. Un certain rapport d'harmonie. Et le Bénin n'étant plus un pays en vase clos, le Bénin étant dans un environnement mondialisé où le droit international a véritablement tendance à influencer le droit constitutionnel et le droit interne. Les juridictions internationales ont tendance à montrer aussi le chemin aux différentes juridictions internes. Mais, pour répondre à votre question, il y a un élément clé qu'il faut mettre en jeu, qui est beaucoup traité par les juristes et traité également par les politologues. C'est la notion de souveraineté d'État et la notion de puissance publique. Il me semble que le pouvoir public en place, à son avènement, à son arrivée, a cette volonté forte de combattre la corruption. Moi, dans ma tête, je ne sais pas terrorisme de corruption. C'est pour cela que quand le professeur émettait des réserves par rapport à leur jonction tout à l'heure, je lui trouve raison. Alors, par rapport à la dimension corruption, lorsque le pouvoir est arrivé et le régime est arrivé, on a perçu que ce régime a cette préoccupation-là de combattre la malversation, de combattre la corruption. Et il fallait des moyens forts pour y arriver. Je crois que c'est dans le cadre de ce moyen, de l'endésir de ce moyen fort-là, qu'on est allé rechercher la CRIET. La CRIET, volonté ou manifestation de la volonté politique.
avec un pouvoir qui se veut très fort et dans un ancrage de souveraineté étatique, une souveraineté très forte, laquelle souveraineté a classiquement pour préoccupation de protéger les intérêts de l'État ou du pays par rapport aux enjeux venant de l'extérieur, par rapport aux facteurs venant de l'extérieur. J'ai l'impression que si, malgré la décision de la juridiction communautaire, et ce que le professeur vient d'évoquer, si l'État en place n'a pas commencé par faire un petit toilettage juridique et institutionnel tenant compte de cela, c'est certainement en vertu de la souveraineté de l'État dont réclame le pouvoir et en vertu de la puissance. Il me semble que rien n'a bougé sur le plan technique par rapport à ça. Et moi, quand j'ai réfléchi un peu à la question par rapport aux différentes récriminations au regard de la criette, je me suis dit que même si au plan organique, rien n'a bougé, si du point de vue de l'organe lui-même, rien n'a bougé, parce que le législateur, l'exécutif et fondamentalement le législateur n'a pas modifié grand-chose au niveau de la loi, je me dis qu'on peut s'en remettre à la technicité du juge, à la technicité des magistrats. Et le professeur est mieux placé pour nous en parler. Je me dis, la question d'impartialité du juge, puisque ça soulève un peu cela, la question de l'indépendance, le principe d'indépendance du juge, le principe d'impartialité du juge par rapport à une juridiction que certains qualifient de politique, ça devient quoi? Il me semble nécessaire effectivement qu'un toilettage se fasse, notamment par rapport aux droits humains et par rapport au droit international qui de plus en plus apparaît comme un droit de concertation entre les différents droits un peu partout dans le monde. Le droit international, c'est un droit qui désormais met de l'ordre à l'interne. Il me semble qu'on est en présence d'un combat entre des règles internationales et des règles juridiques internes et par l'écran de la souveraineté de l'État et de la puissance publique. Mais dans ce contexte-là, c'est les citoyens qui en font les frais. Oui, puisque la juridiction exerce pour les citoyens, pour ce bagot, pour le justiciable qui a quand même un certain nombre d'exigences. Et le problème fondamental auquel nombre de pays sous les tropiques sont confrontés reste celui de la corruption. Est-ce qu'il ne faut pas être regardant par rapport aux supposées prouesses dans ce domaine? Oui, M. Etondi, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que la corruption doit être éradiquée. Mais vous êtes sûr qu'on est en train d'éradiquer vraiment la corruption au Bénin? Vous êtes mieux placé pour nous le dire, pour ne pas répéter. Peut-être les magistrats dont on parle, qui seront impartiaux, qui seront indépendants. Êtes-vous sûr que ces magistrats sont indépendants? Vous voulez beaucoup d'exemples? Je ne vais pas tellement en donner. Mais l'indépendance de nos magistrats, vous savez, la composition même de la criette, on ne va pas revenir sur ces éléments. Mais à un moment donné, on en a parlé. C'est quelque chose... L'Union européenne, tout récemment, a eu à porter des critiques par rapport à cela. La composition de la criette. Les magistrats qui sont, il y a 2 ou 3 ans, qui sont devenus magistrats, qu'on voit dans la criette, alors que sa juridiction, n'est-ce pas, doit, je dirais, a quand même un certain... doit avoir un certain... une expérience, une ancienneté. En tout cas, il y a un élément de la cour d'appel. Et comment est-ce que des magistrats qui viennent juste de sortir peuvent figurer à ce niveau-là? Donc, au niveau de la composition de la... Bon, je ne parle pas de gens qui sont déjà à la retraite, bon, ça on peut comprendre. Mais les jeunes magistrats qui viennent d'arriver et qui ne respectent rien, n'est-ce pas, des règles de la magistrature qu'on retrouve dans la criette. Pourquoi? Parce que, justement, c'est contre l'indépendance des juges. Et je ne vais pas revenir sur les exemples, parce que c'est pas tellement... On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais il y a tellement d'exemples où ces magistrats qu'on a mis dans la criette, n'est-ce pas, sont aux ordres. Ils sont aux ordres. M. Bago, vous voulez dire 1 an après que le débat reste entier? Mais vous pensez, quelle corruption vous pensez qu'on est en train de régler? Mais c'est des corruptions, c'est des gens ciblés, c'est tout. Mais la vraie corruption au Bénin, vous savez très bien que c'est dans les 2 camps. C'est dans les 2 cas la vraie corruption au Bénin. Et lorsque même... je ne veux pas dire des choses graves ici, mais non, même les gens qui sont très haut placés, n'est-ce pas, qu'on doit poursuivre, on ne les poursuit jamais, ils ne sont jamais poursuivis. Alors de quelle corruption on veut parler?
La corruption de ceux qui sont dans l'opposition. Oui, tout à fait. Toute corruption doit être éradiquée. Comme disait l'autre, c'est un cancer. C'est un cancer, la corruption. Il faut l'éradiquer. Mais de tous côtés. Et tout le monde sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a plein de gens qui traînent des casseroles, personne n'en parle. Bago, lorsque vous côtoyez les justiciables, vous sentez cette... peut-être que vous allez nous démentir, mais pour ce qui nous parvient, c'est qu'il y a comme une peur bleue qui envahit tout le monde. Rien qu'entendre parler de la criette, vous ne trouvez pas que c'est déjà un signe annonciateur de ce que quelque chose est en train d'être fait au niveau de cette juridiction et qui pourra amener les uns les autres à s'assagir? Vous savez, la peur, ça ne doit pas être seulement dans un camp. La peur doit être dans tous les camps. Vous la trouvez trop localisée. Mais évidemment, vous savez très bien. Lorsque quelqu'un, on met la drogue dans un conteneur, ça il faut le dire, il faut même il faut combattre cela. Et on dit que c'est... Et la Cour africaine dit non, c'est pas vrai. Il n'y a pas, c'est pas... En tout cas, vu les critères, n'est-ce pas, qu'on nous a dit, il n'y a pas eu d'enquête suffisante pour aller jusque-là. Il n'y a pas eu ceci. La Cour n'est pas compétente pour la juger. On dit tout cela et on parle toujours de corruption. Alors, la corruption est à quel niveau? Il faut une corruption totale. Il faut une lutte totale contre la corruption et non des luttes ciblées. Bon, on peut dire, si on veut bien, puisque nous, on n'est pas concernés par cela, on peut acclamer. Non, mais maître, quand vous parlez de ces cas, de faits ayant été présentés devant la criette, vous n'oubliez pas ce sujet qui a touché au domaine public, où un très proche du pouvoir a été inquiété. Je ne veux pas le nommer, le préfet. Vous avez suivi un peu ce dossier. Oui, mais ça se termine comment? Ça se termine comment? Ça se termine en comment? Ça se termine en queue de poisson, vous le savez très bien. Là, ce ne sont pas les prérogatives de la criette. La criette a pour prérogative de constater qu'il y a des faits, d'interpeller, de condamner. Et la criette a joué sa partition. Vous savez, je respecte beaucoup les magistrats de la criette. Certains, pas tous. Ceux qui ont une certaine ancienneté, ceux qui ont... ce mandat de procédure m'a été donné par le procureur spécial. C'est tout dit quand même que j'ai des liens assez privilégiés avec certains magistrats avec lesquels je discute normalement. Mais lorsqu'on rentre dans la criette elle-même, ce cancer, je dis que c'est un cancer, n'est-ce pas, qu'il faut éradiquer de la société. Parce que c'est une juridiction partiale. Elle n'est pas impartiale, elle est partiale. Et rien que pour cela, il faudrait l'extirper. En tout cas, telle est ma conviction. On fait semblant, c'est la poudre aux yeux. La preuve, vous parlez de souveraineté, chers confrères, chers collègues. Alors, souveraineté, lorsqu'on a eu les élections la dernière fois, mais quel a été justement le pourcentage des gens qui sont partis voter? Alors, quelle est cette souveraineté-là où il n'y a pas de légitimité? Où c'est une légalité, n'est-ce pas, je dirais, qui va à volo. Désormais, dans les pays modernes, on apprécie chaque année le taux de popularité des gouvernants. Chaque année. Les sondages servent à cela, etc. Mais chez nous, vous êtes là pour 5 ans. Bon, très bien, vous avez demandé 5 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous 5 ans, et puis encore, vous voyez ce qui se passe à tout le monde. Pour un pays qui est en marche, qui veut aussi ressembler à ces grandes nations, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est de petits pas pour aller vers des pas encore plus grands? Nous avons déjà fait beaucoup de petits pas depuis 90. Il ne faut pas régresser. Il faut en faire de trop grands maintenant. Il faut en faire de trop grands, il faut chausser même les bottes de 7 lieues, n'est-ce pas, et aller plus vite. Parce que nous sommes en retard. Et le Bénin régresse, ça il faut le dire sur le plan juridique. Mais cette juridiction ad hoc, je vous l'ai dit, personne n'accepte plus de juridiction ad hoc dans aucun pays. Peut-être certains pays francophones, mais dans le Sénégal, dont on en parlait tout à l'heure. Alors le Sénégal a fait cela, mais on l'a tapé sur les doigts. Pas de juridiction ad hoc, parce qu'on sait là où ça mène. Ça mène justement à brimer l'opposition, à brimer ceux qui ne sont pas de notre parti, ceux qui ne sont pas avec nous. C'est pour cela cette juridiction ad hoc. Il faut supprimer. C'est un système, une sorte de système judiciaire. Alors, lorsque vous créez des tribunaux ad hoc, ça veut dire que vous avez une idée derrière la tête. Alors, urgence à rassurer les uns et les autres, surtout ceux qui pensent toujours que cette juridiction vient justement pour régler les comptes. Pensez-vous? Vous savez, sur cette question-là, sur ce sujet, il y a plusieurs manières de se prendre. Il y a, selon moi, une manière purement idéale de voir. Il y a une manière purement réelle de voir. Alors,
Je crois, à mon humble avis, que la criette, par rapport à la lutte contre la corruption, je crois qu'elle fait mouche. Moi, je crois sincèrement qu'elle fait mouche parce que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le développement commence d'abord au niveau mental. Et il me semble que quand on n'avait pas une juridiction du genre qui ne faisait pas tant ce bruit-là, il me semble que des gens se croyaient tout permis. Peut-être que la criette ferait ou fait plus d'impact dans un camp politique donné que dans l'autre, peut-être. Mais les gestionnaires, les ordonnateurs, les responsables que moi je côtoie, et quand on observe également, c'est dans la tête des gens qu'on ne peut plus faire comme avant. Je vois cela apparaître comme un mécanisme de rupture mentale de la part des citoyens. Mais je n'occulte pas l'analyse du professeur au plan politique qui consiste à émettre des réserves par rapport à des comment il va appeler, à des effets collatéraux, quelque chose du genre, vous voyez, exploiter cela contre des opposants. C'est peut-être le cas par endroit, je n'en sais pas grand-chose. Et sur le plan juridictionnel également, pour quelqu'un qui a étudié le droit, on est un peu gêné de constater que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai l'impression d'être devant deux formes de justice. Deux formes de juridiction. Des juridictions qui évoluent de manière classique et une juridiction qui va plus vite. Bon, maintenant, en voulant aller plus vite, on peut commettre effectivement des erreurs. Parce qu'il me semble que, en même temps que les normes internationales et communautaires en matière de protection des droits des citoyens et des justiciables demandent de faire en sorte que la justice s'accélère, en même temps, ces mêmes normes garantissent les droits des justiciables dans le procès. Je crois, s'il y a des amendements à apporter, c'est d'aller déjà sur deux pistes. Et la première piste, le professeur Bargo, il est passé là-dessus, il a peint en noir. Moi, je crois que les magistrats qui sont à la criette devraient d'abord se donner comme principe la règle anglo-saxonne selon laquelle vous m'avez nommé ou vous m'avez fait nommer, je ne vous connais plus. Je crois que c'est important que cela tienne lieu de valeur. Et je crois que ça doit pouvoir tenir lieu de valeur à leur niveau. Le second élément, c'est de se dire qu'ils sont observés. Ils sont observés et que tout se sait. On sait tout de chacun à tout moment. Tôt ou tard, la vérité sort. Alors, c'est de pouvoir se rappeler l'impartialité est fondamentalement cette indépendance du juge, même si entre griffes, personne n'est totalement indépendant quand on exploite des éléments d'ordre anthropologique, psychologique, tout ça. C'est de faire en sorte que l'indépendance du magistrat de la criette, l'impartialité du magistrat de la criette soit primordiale à toute autre action. Oui. De sorte que, au nom de cette impartialité, de cette indépendance que le magistrat doit réclamer, il soit possible à la rigueur qu'il soit dégagé des lieux. Moi, je crois que c'est important. Et au-delà de cela, il est important que ces techniciens qui sont là puissent également montrer le chemin aux politiques au cas où des politiques voudraient les influencer. Vous savez, la corruption dont vous parlez, elle est partout. Je ne veux pas m'exposer ici. Elle est même dans la magistrature, la corruption dont vous parlez. Oui. Et qui corrompt ces magistrats-là? Vous voulez que je vous donne les noms? Je me tais là-dessus. Il y a plus de corruption que vous ne croyez, là où on ne doit pas la voir. Elle est partout, cette corruption-là. Mais je ne veux pas... Enfin, vous me permettrez de ne pas aller loin. Oui. Puisque elle est mandatée. On peut quand même pas dire... Dans la composition même de la criette. C'est cela. Dans la composition même de la criette. Et vous savez, comment on appelle ça, les magistrats, n'est-ce pas, ont eu à déplorer cela. Ceux qu'on a nommés dans la criette, c'est des amis. Mais c'est des amis. C'est des copains.
Je le dis, c'est des coquins. Des coquines, comme j'avais dit déjà ailleurs. Mais c'est des copains qu'on a nommés dans la criette. Mais lorsque... Et comment vous voulez déjà que la nomination, et l'Union européenne le dit d'ailleurs, elle n'a pas dit ça sous cette forme-là, mais lorsque la nomination déjà de magistrat pose problème, quelle indépendance vous voulez? Un magistrat qui est nommé, etc. Le principe anglo-saxon évoqué par Justinien. Le principe anglo-saxon. Le principe anglo-saxon, oui, non, très bien. Le tout dépend également de la perception que l'individu a de sa propre personnalité. Mais vous savez très bien que c'est pas vrai. Lorsque on vous donne de l'argent, par exemple, on peut refuser. On peut refuser. Vous pensez que les gens refusent? Les gens de la criette refusent? Enfin, je ne vais pas aller jusque-là, mais ne m'obligez pas à aller plus loin. Parce que nous avons des renseignements. Vous parlez de la réalité. La réalité est très, très loin de cela. Déjà, quand vous nommez n'importe comment dans la criette, la nomination compte beaucoup dans l'indépendance de la justice. On peut refuser. La nomination. Lorsque je suis nommé et que les conditions dans lesquelles, vous savez, professeur, les éléments qui garantissent l'indépendance du juge, du magistrat. De théorie. Non. De théorie. Moi, je suis dans la pratique et je vous donne deux exemples. Les deux derniers exemples que j'ai en tête. Les CIA de Tori et de Ouida, par exemple. Vous savez très bien qu'il y a eu une enquête qui a été faite, un audit, etc. On a découvert que, bon, il y a de malversations. En tout cas, ils ont puisé, certains ont puisé dans la caisse, peut-être, etc. Vous gardez le nom des conseils. Non, alors, ils ont tous remboursé. Ils ont tous remboursé. Bon, ce n'est pas de grands montants. Vous savez que les difficultés aussi, ils ont des difficultés, les moyens n'existent pas. Donc, bref, on a trouvé qu'il y a des détournements, ils ont pris les tests sous compte, etc. Et ils ont tous remboursé. Et il y a un article de notre nouveau code pénal qui dit que lorsque on a remboursé, il n'y a plus de poursuite. Mais on les a convoqués devant la criette. Mais pourquoi? Vous me dites pourquoi on les a convoqués devant la criette? Est-ce que cet article en question n'aurait pas échappé éventuellement à des grands... Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même que les gens aient une certaine expérience. Ils ont beaucoup d'expérience. Ceux qui ont de l'expérience ne peuvent pas ignorer cet article-là. Cet article existe. Et ils ont tous payé. Pourtant, ils sont poursuivis devant la criette. C'est pas terminé. Ça continue. Ça veut dire quoi? Que la criette sert à d'autres choses. Ça sert à faire peur. Un autre exemple. Un monsieur qui a créé sa société, Puma, a tout fait. Non, voilà, d'accord. Okay. Non, je n'ai pas voulu de nom, mais enfin, a tout fait pour lui prendre sa société. Parce qu'il a un truc au port, où il y a les hydrocarbures, et ça intéresse justement ces sociétés-là. On l'a pris. Et maintenant, il a gagné son dossier, jusqu'à Abidjan, il a gagné le dossier. Qu'est-ce qu'on fait? On le convoque à la criette. Mais heureusement que son avocat m'a appelé aussi au secours. Je suis allé, mais le monsieur avait déjà sa valise, il avait tout et tout là-dedans, parce qu'il était sûr qu'on allait le déposer à Porte-Novo, à la prison. Mais j'étais surpris. Mais pourquoi? Vous n'avez rien fait en tout cas, quand vous convoquez à la criette, sachez que c'est pour ne pas revenir à la maison. Donc, j'ai pris mes précautions, etc. Alors, voilà ce que la criette fait. Si vous pensez que ça, c'est justement ce qu'il faut faire pour que les gens... Lui, il n'y a aucune corruption, là. Aucune. On l'a dépossédé de son bien. Et comme la loi du plus fort est toujours la meilleure, on a pris cela par la criette pour... Alors on a été obligé... On fait comment lorsque le tableau est celui que vous présentez là, on fait comment pour donner une certaine virginité, une certaine honorabilité à la juridiction? Mais déjà, lorsque la Cour africaine condamne, lorsque la Cour africaine pointe du doigt certaines défaillances, certaines violations des droits de l'homme, il faut la moindre des choses, ça ne commence pas à corriger cela. Même si, à l'origine, le péché originel de la criette, je l'ai dit, c'est d'être une juridiction d'exception. C'est une juridiction ad hoc. On ne crée plus de juridiction ad hoc. C'est terminé, ça. Dans tous les pays, souveraineté ou pas souveraineté, il n'y a plus de tribunaux ad hoc à créer. Parce que nous sommes dans un système donné. Nous sommes dans un système donné. Nous ne pouvons pas créer des tribunaux comme ça en l'air, ad hoc, parce que vous voulez faire du mal à tel ou à tel. Non. On ne peut pas accepter cela. Maintenant, évidemment, sous forme de propagande, on vous dira que oui, la corruption a baissé, oui, on a arrêté tel nombre de drogues depuis que la criette est née, on a fait ceci, mais on n'a pas besoin de la criette pour faire tout cela. Il y a des juridictions qui sont là et qui font leur travail. Il suffit de leur donner des moyens et elles font cela. Ok. Vous voulez dire que c'est faute de moyens que ces juridictions n'ont pas été performantes hier? Mais
est-ce que vous pensez que la CRIET est performante aujourd'hui? Avec toutes les violations des droits de l'homme, vous appelez ça performance? Alors, s'il faut violer les principes pour être performant, alors autant ne pas créer justement ces juridictions-là. S'il faut violer les principes, autant ne pas... Oui, Justine. Oui, je crois quand même que... enfin, la question fondamentale est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut supprimer la CRIET et retourner à la case du départ, ou est-ce qu'il faut garder la CRIET et apporter des corrections nécessaires? Et vous répondez à quoi? Je réponds en commençant par dire que je suis d'accord avec le professeur qu'on ne devrait pas aboutir à un résultat intéressant en violant des droits humains. Parce que quand on tombe dans cette situation de violation des droits humains, on se pose la question de savoir à qui le tour. C'est le tour de celui-là aujourd'hui. Donc c'est le tour de qui viendra demain. Comme on le dit, le droit, la loi met tout le monde à l'aise et chacun se sent véritablement dans la peau qu'il faut pour pouvoir agir. Pour s'en faire de la théorie que le professeur me reproche, je ne fais pas du tout de la théorie, mais il m'apporte aussi des informations. Moi, je ne suis pas avocat. Je crois qu'il faut garder le bébé qui a grandi d'1 an, qu'il faille tenir compte des observations des juridictions internationales, revoir les tests et faire en sorte que le mécanisme existe, même si ça ne doit plus être dans ce format juridictionnel. Parce que, je continue de le dire, c'est dans la tête que commencent, ou dans l'esprit que commencent les mauvais actes. À part les faits, les exemples que le professeur a donnés, et qui ne sont pas faux, qui existent, parce qu'il sait de quoi il parle. Chez le Béninois ordinaire, l'existence de la CRIET constitue un fait déclencheur de bon comportement. Et je crois qu'on peut faire en sorte que ce mécanisme continue à exister tout en faisant respecter les droits humains. Donc, s'il y a des modifications à apporter, on apporte. S'il faut casser, s'il y a des mesures à prendre, on prend ces mesures-là de manière à ce que les critiques que les magistrats, les critiques que les avocats formulent vis-à-vis de ces juridictions, les critiques que la doctrine formule vis-à-vis de ces juridictions, ces critiques puissent cesser. Mais que la lutte contre la corruption puisse aller de l'avant. Par rapport au terrorisme, on n'en a pas trop parlé, le président en a parlé au début. Je me pose la question de savoir, je ne sais pas, le lien qu'il y a entre la lutte contre la corruption, la lutte contre les infractions économiques et le terrorisme. Et je n'ai pas beaucoup vu la CRIET sur le terrorisme. Vous savez, la CRIET terrorise les Béninois. Voilà. C'est là où il y a le terrorisme. Bon, vous ironisez là. Maître, si on doit en urgence apporter des mesures correctives, à quel niveau ceci doit intervenir? D'abord, au niveau des droits de l'homme. Des droits de l'homme, déjà. Okay. Le tribunal lui-même, la CRIET, sa compétence, la revoit complètement. Deuxièmement, les principes, n'est-ce pas, qui guident toute juridiction. Il faudrait que ces principes d'indépendance, de neutralité, procès équitable, tout cela soit là. Parce que nous évoluons. Nous ne regardons pas derrière. Hein. C'est comme le porte-novien, n'est-ce pas? Celui qui a oublié de mettre les trucs. Nous allons devant, pas derrière. Alors, je vous dis quelque chose. Lorsque on a condamné Sébastien Diavon pour 20 ans, j'étais à l'université et je déplorais le fait. Et puis un professeur honorable de surcroît qui me dit, laisse tomber, nous sommes là pour 20 ans. C'est pour ça qu'on vous condamne, on condamne l'opposition à 20 ans, le temps que nous terminions nos mandats, le mandat de 20 ans. Alors voilà des trucs, des inconséquences, irresponsabilités. Je ne sais pas. Mais c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'inconséquence. Et le devoir et l'objectif aujourd'hui, c'est de bâtir un Bénin prospère, plus uni. Et dans cette optique, Maître Bago, si vous devez conclure, vous direz quoi? Mais je dirais, il faut
suivre ce que la Cour européenne, africaine, n'est-ce pas, a donné comme direction. Parce que ne pas le faire, c'est de l'inconséquence. Ce ne pas le faire, c'est de l'irresponsabilité. Merci pour la contribution. Oui, pour conclure, Justinien. Non, mais je dirais que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, sur le plan social et mental, quelque chose a commencé chez les Béninois, mais sur le plan juridique, il y a quelques réglages à faire. Ces petits réglages-là peuvent toujours être faits en appâtant le chemin du dialogue et fondamentalement en tenant compte des différentes évolutions du droit au plan international et au plan communautaire. Merci à vous, Justinien Ampati. Merci également à vous, professeur Gbagbo. Chers téléspectateurs, oui, ça a été un aperçu par rapport à la marche entreprise jusque-là avec la Criette. 1 an d'existence, beaucoup, mais très peu. Tant qu'il y a de la volonté, on peut aller de l'avant. Pourquoi pas? 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là. Ça va être sur un proverbe africain, pas une citation aujourd'hui. Grande maladie ne fait pas toujours mourir. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt.